Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur Tempo Afrique TV. Merci de nous avoir suivis en direct. Tempo Afrique TV, votre émission hebdomadaire de chaque samedi. Nous allons continuer de vous informer de la situation sociopolitique en Afrique et de la situation en général dans le reste du monde. Sans tarder, nous allons parler de la situation politique en Guinée, les élections qui se sont passées en Guinée-Conakry. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire où il y a eu des élections. Nous allons parler du Burkina Faso pour continuer de vous donner la situation qui prévaut au Burkina Faso. Nous allons parler du Mali et de la situation politique au Mali avec la visite d'État du chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta. Et pour terminer aujourd'hui, nous allons vous présenter une demoiselle, sinon une dame, qui fait de très bonnes choses au Mali. Et pour finir notre émission, elle va nous dire ce qu'elle fait au Mali et ce qu'elle continuera de faire pour le Mali. Donc sans tarder, élection présidentielle en Guinée-Conakry, Alpha Condé élu au premier tour avec un suffrage de 57%. L'opposition, bien sûr, l'opposition guinéenne qui conteste les élections, mais cela a toujours été le cas en Afrique. À chaque fois qu'il y a des élections, nous assistons soit à des violences, soit à des contestations. Mais Alpha Condé aurait été réélu pour un deuxième terme, pour son dernier mandat, si je peux le dire bien, à un suffrage de 57%. L'opposition a fait des requêtes, mais son principal challenger qui s'appelle Céline Dialine Diallo n'a pas voulu faire de requêtes. Pourquoi? Pour la simple raison, Céline Dialine Diallo dit qu'il n'a pas confiance à la justice guinéenne, ce qui est quelque chose de très grave. Les autres opposants ont déposé des requêtes et ces requêtes seront examinées par la Cour constitutionnelle et s'il y a lieu de prendre ces requêtes en considération, cela sera le cas. Par contre, la Cour constitutionnelle doit proclamer officiellement Alpha Condé comme vainqueur des élections présidentielles en Guinée-Conakry. Mais qu'est-ce qu'il y a à retenir dans tout ça? Ce qu'il y a à retenir, c'est la maturité. C'est la maturité des hommes politiques guinéens. C'est la maturité de la population guinéenne. Parce que, il faut bien le souligner, nous avons eu peur pour les campagnes présidentielles où il y avait eu des morts d'hommes. Et nous avons eu peur pour qu'il n'y ait pas de violence, que ce soit des élections bien apaisées. Mais à quoi nous avons assisté? Nous avons assisté à la maturité de la classe politique guinéenne, si je peux le dire. Et cette classe politique guinéenne est à saluer. Parce qu'après la proclamation des résultats, Céline Dialine Diallo avait dit qu'il n'allait pas faire des requêtes auprès de la Cour constitutionnelle, mais il avait aussi pris le soin de dire à ses supporters, de dire à ceux qui le supportent, de ne pas céder à la provocation et qu'au moment opportun, ils iront marcher pacifiquement pour montrer leur mécontentement. Ça, c'est un message d'apaisement, un message de paix. Donc, nous n'avons pas vu de violence comme beaucoup d'hommes politiques, comme beaucoup d'observateurs politiques avaient vu, comme quoi il risque d'avoir des violences. Et à ce que nous assistons, si je m'en tiens à ce qui se passe présentement en Guinée-Conakry, nous pouvons dire que Alpha Condé a été réélu pour un autre mandat de 5 ans et qu'il n'y aura pas de violence en Guinée. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour la sous-région. C'est une très bonne nouvelle pour la démocratie africaine. Parce que, pour la simple raison, il y a toujours eu contestation et le perdant, même si le perdant n'a pas félicité le gagnant, le perdant, au moins, n'a pas incité à la violence. Et cette violence-là, nous n'en avons pas besoin en Afrique. Donc, la situation en Guinée-Conakry, Alpha Condé, doit être confirmée aujourd'hui, samedi 31, par la Cour constitutionnelle. Et Alpha Condé commencera son nouveau mandat. Et pour un autre mandat de 5 ans, nous osons espérer que Alpha Condé
les 5 ans à venir pourra amener un grand changement en Guinée, puisque la Guinée en a besoin. Si on regarde la sous-région, la Guinée a un débouché sur la mer. La Guinée a des ressources. On parle de bauxite, on parle d'uranium, on parle de beaucoup de matières premières en Guinée. Mais si nous regardons dans la sous-région, la Guinée reste l'un des pays les plus pauvres de la sous-région. Des pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'ont même pas de débouchés sur la mer, mais économiquement, ces pays ne se plaignent pas comparativement à la Guinée. Donc, espérons que c'est le changement, et le changement, ce sera positif, et que la classe politique guinéenne donneront cette chance-là, cette dernière chance-là à M. Alpha Condé de montrer de quoi il est vraiment capable. De la Guinée, nous allons tout de suite aller en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où il y a eu des élections que nous pouvions considérer comme des élections apaisées, transparentes et sans majeur incident, ou pour ne pas dire que sans incident, parce que l'élection précédente avait été émaillée de guerres civiles, avait fait plus de 3000 morts. Donc cette élection, elle était vraiment importante pour la classe politique ivoirienne, pour les citoyens ivoiriens. Quand bien que le taux de participation est toujours un débat, tantôt on parle de 60% de participation, de suffrage, tantôt on parle de 37% de suffrage, mais qu'est-ce qu'il y a à retenir? Ce qu'il y a à retenir est que au premier tour, les élections ont été emportées par son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, qui les a emportées à un taux de 83,66%. Donc, il n'y aura pas de deuxième tour en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui fait l'apothéose de cette élection aussi? Quand bien qu'il y a beaucoup de candidats qui se sont retirés à la dernière minute, des candidats comme Charles Konan Banny, qui a été Premier ministre, qui a été en charge de la réconciliation des Ivoiriens, s'est retiré à la dernière minute. Il y a Essi Amara qui s'est retiré à la dernière minute. Il y a Mahamadou Koulibaly qui a été président de l'Assemblée qui s'est retiré à la dernière minute. Donc, le pouvoir en place pensait à un sabotage des élections par les opposants qui se sont retirés. Mais de tout compte fait, il y a eu des gens qui ont pris leur courage en main, comme Afinguessa, comme beaucoup d'autres, pour affronter leurs challengers qui étaient les candidats à sa propre succession, Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, victorieux des élections au premier tour. Et en deuxième, il y a Afinguessa qui est venu en deuxième position avec 31%. Et l'apothéose, c'est quoi? C'est que Afinguessa a fait son conférence de presse et a félicité Alassane Ouattara, mais avec des réserves tout en disant qu'ils sont revenus à la classe de départ, à la case de départ, mais qu'il est prêt à travailler avec le pouvoir en place pour le bonheur des Ivoiriens. C'est des trucs qu'on a besoin de voir, c'est des trucs dont nous rêvons de voir des élections apaisées, de voir des élections sans incident, sans mort d'homme. Il y aura toujours des gens qui contesteront les résultats des élections. Même si c'était Afinguessa qui était au pouvoir et que Alassane Dramane Ouattara et les RHDP qui étaient les opposants, il y aura toujours eu des contestations. Nous espérons que des leçons seront en tirées des élections. Les malfonctionnalités des tablettes qui ont été observées, les défaillances qui ont été observées de gauche à droite, ces choses-là doivent servir de leçon pour mieux préparer les élections échéantes, les élections à venir. Et nous vraiment espérons que cet exemple soit suivi partout en Afrique, et singulièrement en Afrique de l'Ouest, beaucoup plus précisément au Burkina Faso, qui s'apprête à aller à des élections le 29 de ce mois. Donc, je m'en vais transiter de la Côte d'Ivoire pour parler du Burkina Faso. Le Burkina Faso où il y avait eu un coup d'État. Le Burkina Faso où
le président de la transition avait été démis de ses fonctions, si je peux le dire, pour quelques jours, cette même transition burkinabèse est revenue. Comment est-elle revenue? Elle est revenue grâce à la pression de l'Union africaine, grâce à la pression de la CEDEAO, grâce à la pression des United Nations. Donc le gouvernement Kofando, le gouvernement de transition de Kofando est en place. Ils sont au travail. Ils sont au travail pour organiser des élections libres et transparentes pour le peuple burkinabé. Et nous espérons que ces élections vont se passer dans de très bonnes situations, qu'il n'y aura pas de mort d'hommes et que le vainqueur sera proclamé vainqueur et que les vaincus auront le courage d'appeler le vainqueur pour lui souhaiter une bonne chance et qu'ensemble la classe politique burkinabé puisse travailler ensemble pour le bonheur des Burkinabés. C'est de cela que nous devons parler. Pourquoi devrions-nous les parler? On a l'impression que nos leaders politiques souvent oublient l'intérêt de la nation par rapport à leurs intérêts personnels. Ces élus de la nation ne sont pas là pour leurs propres intérêts personnels. Ces élus de la nation sont là pour améliorer les conditions de vie des citoyens, pour améliorer les conditions de vie et d'infrastructure des pays pour lesquels ils sont là. Et cela est vraiment important, cela est très important de faire comprendre à nos leaders politiques, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, ils ont toujours été choisis pour diriger un pays, ils ont toujours été choisis pour améliorer les conditions de vie de leur population, de leurs citoyens. Aujourd'hui, qui coïncide avec la commémoration de la chute de Blaise Compaoré, qui était le 31 en 2014, Blaise Compaoré déchu de son pouvoir, Blaise Compaoré en exil au Burkina, en Côte d'Ivoire voisin. Les autorités burkinabèses ont pris cette chance pour rebaptiser les casernes, les camps militaires au Burkina. Et de ce fait, comme il y a l'anniversaire du capitaine Thomas Sankara qui arrive, il y a leurs camps, les camps les plus réputés, être les mieux équipés, le camp Poao, qui a été renommé, rebaptisé camp Thomas Sankara. C'est passé juste il y a 2 jours de cela. Donc, les Burkinabés sont à pied d'œuvre. Ils sont à pied d'œuvre pour préparer non seulement des élections apaisées et transparentes, mais ils sont aussi à pied d'œuvre. La transition est à pied d'œuvre de quitter le pouvoir et de laisser les élus de la nation prendre les destinées du Burkina Faso afin que nous puissions voir ce progrès dont nous rêvons tous. Parce que Blaise Compaoré a fait 27 ans de pouvoir. Ces 27 ans de pouvoir, qu'est-ce que le peuple burkinabé a vu sur le plan amélioration des conditions de vie, sur le plan infrastructure, sur le plan réforme? En 27 ans de pouvoir, on peut dire que Blaise Compaoré n'en a pas fait beaucoup. Donc, le peuple burkinabé est soif. Les Burkinabés sont assoiffés de voir ce développement dont tout un pays doit rêver. Le peuple burkinabé est assoiffé de voir que les denrées alimentaires de première nécessité, les prix reviennent un peu à un niveau où tous les citoyens burkinabés peuvent l'afforder, peuvent le payer sans se soucier. Donc de ce Burkina que les Burkinabés rêvent d'y avoir, et nous espérons de tout cœur sur la plateau Tempo Afrique TV que les élections qui viennent au Burkina seront des élections bien apaisées, des élections transparentes, des élections où le vainqueur sera au sommet de l'État et que les vaincus accepteront de féliciter le vainqueur et mettre dans la main travailler pour le peuple burkinabé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Du Burkina Faso, nous allons parler de la situation politique au Mali, si je peux m'exprimer ainsi. La situation politique au Mali nous interpelle tous. Il y a eu une visite d'État de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta en France. Et cette visite a été couronnée de tous les honneurs, si je peux le dire, je peux m'exprimer ainsi. Une visite d'État couronnée par des parades sur les Champs-Élysées, des tapis rouges, des invitations de conférences par-ci, par-là. Mais malheureusement, cette visite sera gravée dans l'histoire politique du Mali. Pour la simple raison qu'il y a eu aussi, pendant qu'il y avait tous ces honneurs de gauche à droite, il y a eu aussi des Maliens en toute démocratie qui sont venus marcher pour dire non à certaines choses qui se sont passées au Mali. Et de ce fait, notre président de la République, son Excellence Boubacar Keïta, qui a eu cette occasion de rencontrer la communauté malienne, a vraiment fait quelque chose, a vraiment dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Il a fait quelque chose qui est vraiment, si je peux m'exprimer ainsi, il ne faut pas avoir peur de le dire, qui est indigne d'un président de la République. Le président croyant fermement que des opposants maliens qui sont venus en France, qui ont organisé des marches pour saboter sa visite officielle en France, n'a pas pu se contenir. Pas seulement n'a pas pu se contenir, l'aurait dit d'une manière pas galante d'un président. Il l'aurait dit d'une manière à un point où il a fait tomber le microphone qu'il avait dans sa main. Un président qui qualifie un opposant de petit homme, un président qui se permet de dire quelque chose dans sa langue nationale comme une insulte, proférer des injures, je trouve que cela ne devait pas y arriver. Donc, la réaction des acteurs politiques au Mali de cette situation politique qui continue d'ailleurs de faire écho au Mali. Je m'en vais vous lire quelques commentaires de certains leaders politiques, des leaders politiques comme Zoumana Sako qui fut Premier ministre au Mali, des commentaires de Aliou Nyoun Diallo qui fut président de l'Assemblée au Mali, de Amadou Koïta qui est président du PS, je le crois, pour tout simplement qualifier l'acte du président. Ce que nous assistons, la réaction du président fait outrage à la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, les Maliens l'ont eu de haute lutte. Nous nous rappelons tous du 26 mars. Nous nous rappelons tous de la chute du dictateur Moussa Traoré. Donc on ne peut pas accueillir cette démocratie à une lutte farouche et ne pas pouvoir s'exprimer ou critiquer le président de la République ou bien un gouvernement. Qu'est-ce qui fait la poire d'un pays? C'est les critiques et l'autocritique. Qu'est-ce qui fait la poire? Qu'est-ce qui veut dire la démocratie sans liberté d'expression? L'acte du président a été perçu par l'opposition comme une menace à la liberté d'expression. Et de ce fait, il y a Kadiatou Sow, qui est président de l'ADEMA Association, qui dit ceci: j'ai été personnellement déçu que notre camarade Ibrahim Boubacar Keïta n'accepte pas les critiques. Et l'autre qui dit, M. Demba Traoré, chargé de communication de l'URD, avocat au barreau malien, ancien ministre et ancien député de l'Assemblée nationale du Mali, qui dit ceci: c'est lamentable et intolérable de la part du président de la République.
J'ai été complètement abattu quand j'ai entendu les propos du président de la République traitant les opposants de Malobali. Que veut dire Malobali? Quelqu'un qui n'a pas honte. Je trouve qu'un président de la République, c'est la galantesse. Un président de la République, c'est de mesurer ses mots. Quel qu'en soit ce qui a été dit, quel qu'en soit ce qui a été fait. Et là, quand on accepte d'être un président d'une république, on accepte les critiques. Que ces critiques soient fondées ou pas, on doit les accepter. C'est ce qui fait le jeu démocratique. Mais un président qui traite ses opposants de Malobali, ou bien un président qui traite ses opposants de petits hommes, alors que ce même petit homme a servi dans les gouvernements précédents, alors que ce même petit homme avait été l'émissaire de ce même président Ibrahim Boubacar Keïta pour les accords entre le gouvernement malien et les rebelles. Je pense que le président n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit, parce que ça fait outrage à la liberté d'expression, ça fait outrage à la démocratie, la jeune démocratie malienne, qui, nous pensions, qui est très bien. Je vais continuer à vous donner la réaction des opposants jusqu'à présent. Il y a Amadou Koïta, président du PS Yelema-Koura, qui, au Mali, nous voulons la force de l'argument, mais non l'argument de la force. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Contrairement à certains pays africains, le débat politique au Mali a toujours été empreinte de courtoisie, parfois d'adversité, mais jamais d'animosité entre les acteurs politiques. C'est pourquoi je suis surpris de la réaction du président Ibeka, qui, durant tout son parcours politique, a certes été un homme politique ferme dans ses prises de position, mais toujours courtois. C'est en cela qu'on a connu le militant et l'homme politique Ibeka. Pour ma part, j'invite les hommes politiques maliens dont le combat nous prévaut d'être dans le concert des nations pluralistes et démocratiques, à être les garants de ce précieux bien. Au Mali, nous voulons la force de l'argument, mais non l'argument de la force. Encore une fois de plus, mes chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, pour vous décrire la situation qui prévaut présentement au Mali, de la situation qui prévaut à cause des déclarations que le président aurait faites à l'encontre de l'opposition. L'opposition a organisé une conférence de presse pour faire comprendre au gouvernement, encore une fois de plus, que nul ne leur ébranlerait à parler des vrais problèmes du Mali. C'est ce qui fait la force d'une opposition, c'est ce qui fait la force d'une nation. On ne peut pas toujours être du même côté. Souvent, il faut accepter d'être de la gauche pour mieux critiquer la droite. Et la droite doit autant faire la même chose pour faire avancer une nation. Cette situation, nous allons continuer la semaine prochaine de vous donner des informations toujours par rapport à la décrispation de la situation au Mali, puisque l'opposition projette de faire des marches contre ce que le président a dit, qu'il trouve une atteinte à la liberté d'expression. Mais nous osons espérer que le problème ne va pas y dégénérer à autre chose. Mais faut-il encore rappeler son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, qu'il a été voté par 77% des Maliens et qu'il fut le premier président démocratiquement élu qui a eu ces taux de pourcentage de suffrages exprimés à son encontre, et qu'il se doit le devoir d'accepter les critiques pour mieux avancer le pays. C'est dont le Mali a besoin, c'est dont la politique malienne a besoin aujourd'hui, c'est de nous voir sortir de l'ornière. Cette ornière, c'est la guerre au nord du Mali, qui se tire inlassablement vers sa fin, mais qui se tire inlassablement, lentement, mais douce, mais sûrement.
Les Maliens ont soif de voir la paix régner sur tout l'ensemble du territoire malien. Les Maliens ont soif de voir un progrès digne de ce nom. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était la partie rétrospective de la semaine d'aujourd'hui. Et comme nous parlons dans le même registre du Mali, je m'en vais vous présenter aujourd'hui une jeune dame très ambitieuse. Et cette jeune dame, elle s'appelle Jarata Aïdara. Elle est étudiante en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines. Elle est aussi coordinatrice de la plateforme Paix et Sécurité au Mali, présidente du bureau de la commune 5 de l'association Oui pour une enfance noble, Open, Mali, membre actif de la Jeune Chambre internationale du Mali, qui va nous parler de tout ce qu'elle est en train de faire au Mali aujourd'hui comme quelque chose de très bien, qui va nous parler de ce qu'elle a déjà fait et de ce qu'elle compte faire pour ce Mali de paix et de tranquillité. Bonsoir, mademoiselle, sinon madame Aïdara. Êtes-vous là? Bonsoir, monsieur Diawara. Bonsoir, madame Aïdara. Bonsoir, comment vous allez, monsieur Diawara? Oui, je vais très bien. Sinon, ça va très bien? Oui, Dieu merci. Merci de m'avoir accepté cette interview à travers Tempo Afrique TV. Je vous informe que vous êtes en direct sur Tempo Afrique TV. Sans tarder, je m'en vais vous poser la question. Vous êtes étudiante en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines. Vous êtes aussi coordinatrice de la plateforme Paix et Sécurité au Mali. Peux-tu nous dire un peu de ce que veut dire la plateforme Paix et Sécurité au Mali? Merci bien, monsieur Diawara. Avant de commencer, je tiens à remercier toute l'équipe de Tempo Afrique, plus particulièrement vous-même. Alors, je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs du Tempo Africa. Alors, la plateforme Paix et Sécurité est un groupement de plus de 30 associations de jeunes du Mali qui a pour but de mener des activités patriotiques afin que la paix et la sécurité, comme son nom l'indique, puissent être instaurées dans le Mali pour un Mali meilleur. Alors, c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme Paix et Sécurité. C'est une cause très noble. Pouvez-vous nous dire depuis combien de temps vous êtes coordinatrice de cette organisation? Je ne sais pas si ce n'est pas une organisation, une organisation. Oui, je suis coordinatrice de la plateforme Paix et Sécurité depuis une année, bientôt une année. Alors, nous avons eu à mener assez d'activités dès lors, parce que après la crise qui continue jusque-là, mais c'est suite à cette crise qu'on a eu l'idée de créer cette plateforme, comme je l'ai dit, pour réinstaurer la paix et la sécurité au Mali, pour que les jeunes aussi puissent avoir leur mot à dire dans la reconstruction de notre pays. Alors, dès lors, nous avons mené plusieurs activités, notamment le 21 avril pour le Mali. Vous avez sûrement entendu parler de cette grande manifestation qui était une marche républicaine pour dire non à la division du pays, dire non aux bandits et aussi dire à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités en nous. Et par la suite, nous collaborons avec beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations au Mali et nous menons assez d'activités patriotiques. Ça, c'est une très bonne chose. Parlons un peu du 24 avril pour le Mali. Le 24 avril pour le Mali, je sais que vous étiez en train pouvez-vous nous dire un peu beaucoup plus? Parce que quand j'ai vu sur votre page qui est Paix et Sécurité, tout de suite ça a attiré mon attention. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu beaucoup plus de où vous allez avec cette date, le 24 avril pour le Mali? Alors, la date du 25 avril pour le Mali. Le 25 avril plutôt? Oui,
C'était pour une manifestation, une marche républicaine suite au problème survenu à Ménaka. Alors, nous, les jeunes membres de ces différentes associations qui constituent cette plateforme, avons décidé de faire une marche du monument de l'indépendance sur la cité ministérielle. On a fait des doléances qui étaient dressées au ministère de la Jeunesse, au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale du Mali. Alors, par la suite, on a été approchés par plusieurs organisations, par plusieurs structures pour faire des collaborations, mais jusque-là, nous n'avons pas eu de suite. Mais de par la situation actuelle, on se dit que ça va aller et nous continuons à mener des activités. Le 25 avril prochain, Inch'Allah, 2016, qui sera la date d'anniversaire de cette grande manifestation. On prévoit de faire une grande manifestation pour avoir suite à nos doléances qu'on a eu à faire à ces différentes structures. Ah, ça c'est très bien. Mais vraiment, vous faites une très bonne chose et nous vous encourageons. Et sans vous laisser partir, je m'en vais vous poser, parce que je vois ici aussi que vous êtes présidente du bureau de la commune 5 de l'association Oui. Que veut dire l'association Oui? Qu'est-ce que vous faites en tant que présidente de l'association Oui qui dit Open? Comme le nom l'indique, Oui pour une enfance noble, c'est une association humanitaire. L'association a été mise en place pour aider les personnes démunies, notamment les enfants non scolarisés. On les aide, on les scolarise de la première année à la deuxième année. On est là pour les suivre et aussi leur donner les kits scolaires pour qu'ils puissent avoir de bonnes années scolaires aussi. Donc, depuis des années, l'association existe partout dans le Mali. Il y a les bureaux régionaux, il y a les bureaux communaux. Comme vous l'avez dit, je suis la présidente du bureau de la commune 5. Et comment l'association marche? Vous êtes financé par les Nations Unies ou bien vous êtes financé par des organisations qui sont sur place ou bien comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Nous allons à la clé des partenaires chaque rentrée de classe. Alors, nous avons un bureau central qui est dirigé par le président en tant que tel, lui, Cheikh Sissoko. Alors, c'est lui qui coordonne tous les bureaux régionaux et communaux. Alors, et à la veille de chaque rentrée de classe, nous allons à la caisse des fonds afin de scolariser les enfants qu'on a et les familles qui viennent vers nous pour la scolarisation de leurs enfants. Et combien d'enfants en tant que tel? Et combien d'enfants avez-vous déjà pu canaliser, si l'expression me permet, ou bien combien de familles vous avez une idée du nombre, du taux de productivité de votre association à ce niveau? Parce que je me dis que l'association, elle doit être jeune, ou bien? Oui, estimativement, nous sommes à des milliers d'enfants scolarisés à travers tout le Mali. De Kaye à Kidal, la petite rentrée, c'est de Kaye à Gao, qu'on n'a pas pu toucher la couche de Kidal. Et aussi les enfants de Bamako dans chaque commune ici. Donc, nous sommes en train de procéder à la mise en place d'une base de données pour l'identification de tous les enfants qui ont été scolarisés et les nouveaux enfants qui ont été scolarisés cette année. Bon, pour ma dernière question, je dirais parce que vous êtes une jeune dame très très investie dans les causes nobles et vous êtes étudiante en communication d'entreprise et de gestion des ressources humaines et vous êtes coordinatrice de la plateforme Paix et Sécurité au Mali. Vous êtes présidente du bureau de la commune 5 de l'association Oui. Mais vous êtes aussi un membre actif de la Jeune Chambre internationale du Mali. Comment êtes-vous en mesure de juguler pendant tous ces tasks et puis continuer avec les études? Alors, c'est une question d'organisation. Et je dirais que c'est grâce à cette organisation qui est la Jeune Chambre internationale qui m'aide et qui m'a beaucoup aidé à pouvoir gérer mon temps entre le boulot, l'école et la vie associative.
j'essaie de m'organiser. C'est juste une question d'organisation et faire la part des choses et avoir des priorités et savoir faire telle chose à tel moment. Et on ne peut pas faire tout en même temps, mais faire les priorités, après le reste s'ensuit. Eh bien, je vous souhaite une très 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 bonne chance et je ne sais pas combien d'années il vous reste avec votre communication d'entreprise et de gestion des ressources humaines, mais je vous vois sûrement sur une très bonne voie et une voie de réussite. Et le plaisir serait toujours pour nous ici à Tempo Afrique pour vous pour parler de votre association, pour parler de la vie communautaire que vous meniez. Si vous avez un message à lancer à tous nos auditeurs qui nous regardent dans le monde entier présentement, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, l'appel que je vais lancer, c'est d'abord à l'endroit des dirigeants du Mali. C'est de donner une place de choix à la jeunesse malienne dans la prise de décision, surtout dans la situation actuelle que notre pays traverse. Et vous n'êtes pas sans savoir, comme vous l'avez dit, la plateforme PSCP est constituée de plus de 30 associations de jeunes, donc de nombreux jeunes avec lesquels je collabore et j'essaie d'identifier des problèmes dans chaque association. Le grand souci, c'est le chômage. Et avant de parler du chômage, il faut une formation de base. C'est de faire appel aussi à toutes ces personnes de bonne volonté qui voudront accompagner cette plateforme en tant que partenaire pour nous appuyer dans ce domaine de formation afin qu'on puisse faire face aux grands défis de notre pays. Merci infiniment Aïdara. Merci pour votre participation à l'émission rétrospective et nous édifier et à informer le monde entier de ce que vous êtes en train de faire au Mali. Nous vous souhaitons une très très bonne chance et par ma voix, et nous vous informons que Tempo Afrique TV elle est là pour la promotion des talents, pour la promotion de la jeunesse, pour la promotion des causes nobles. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter à n'importe quel moment si besoin y est et pour parler de vos futurs projets dans l'avenir et nous serons très contents de vous aider et à réaliser vos vœux parce que ce sont des trucs que nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin de voir aujourd'hui. La jeunesse être beaucoup plus impliquée dans la chose communautaire, dans les débats politiques, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Donc, encore une fois de plus, ce fut un réel plaisir pour moi de vous avoir et de participer à l'émission. Et je vous souhaite une très bonne chance et nous allons continuer ce dialogue en dehors des studios dans les jours à venir. Inch'Allah. Merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Merci. Bye bye. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était l'émission rétrospective de la semaine avec Moussa Diawara. Nous allons vous quitter, mais le samedi prochain, même place, même heure, dans quelques minutes, nous aurons le grand débat sur Tempo Afrique TV avec M. Serge Niawa. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Donc, restez branchés sur Tempo Afrique TV parce que si vous aimez de la politique, vous en aurez et vous serez très bien servi sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, sur les détails de l'élection d'Alassane Dramane Ouattara et de tous les opposants qui étaient là en train de battre campagne. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Au parti technique, il y avait Malik Sall. Merci beaucoup et passez une très bonne fin de soirée. Au revoir.